Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre hebdo de la semaine. L'actualité à retenir de cette semaine, d'abord la saison estivale qui approche. À Saint-Jean-de-Mont, pendant l'été, le nombre d'habitants passe de 9 000 à 100 000, voire 150 000 habitants. Tout un territoire doit alors s'adapter en termes d'entretien, de propreté, mais aussi et surtout de sécurité. Alors que cette période estivale s'annonce record en termes de fréquentation, le préfet de la Vendée est venu annoncer le renforcement du dispositif de sécurité. On l'écoute au micro de Colline Davy. Et c'est 137 militaires de la gendarmerie qui vont venir renforcer les brigades de gendarmerie avec notamment une soixantaine de gendarmes mobiles. Et puis pour la zone police, c'est 60 policiers supplémentaires, donc avec une compagnie de CRS qui sera là dès le 8 juillet jusqu'au 21 août. Donc c'est quand même significatif. Et j'ajoute les renforts des sapeurs-pompiers, puisque, comme je l'ai indiqué, en sus de ce qui existe déjà, c'est 111 sapeurs-pompiers volontaires qui vont venir renforcer les centres de secours et qui vont venir aussi armer des moyens nautiques supplémentaires. Cet été marquera aussi le grand retour des événements musicaux au Sables d'Olonne. Au grand soulagement du collectif Ça bouge, un nouvel arrêté préfectoral permet désormais aux commerçants qu'ils souhaitent d'obtenir une dérogation. Des demandes étudiées au cas par cas à partir d'un formulaire en ligne sur le site de la ville à renvoyer au minimum 14 jours avant l'événement. Nous avons alors demandé au maire sur quels critères les autorisations seront accordées. Écoutez sa réponse. Sur la qualité et le respect des règles des événements précédents, parce que ceux des bars ou des restaurants qui ne respecteraient pas les premières règles auraient du mal à avoir de nouvelles autorisations, premièrement. Donc ça, c'est un point important. Sur la nécessité de prévenir le voisinage, donc d'afficher l'autorisation 24 heures auparavant. Et puis sur la durée, en fait, et la période. Respecter des horaires de début et respecter des horaires de fin, parce qu'on doit pouvoir profiter de la vie au Sables d'Olonne, y compris lorsqu'on est voisin d'un bar ou d'un restaurant. Direction à présent l'Île-Dieu. Là-bas aussi, on s'apprête à faire face à l'afflux de touristes pendant les grandes vacances. Et comme chaque année, 2 médecins supplémentaires et plusieurs infirmiers viendront renforcer l'offre de soins. Si l'île ne dispose pas à proprement dit de services d'urgence, tous les médecins sont correspondants SAMU, donc aptes à assurer les premiers secours dans une salle dédiée. C'est donc sereinement que démarre cette nouvelle saison. Le passage de 7 à 9 médecins nous permet de renforcer les consultations d'urgence, avec notamment la création pour les 2 mois d'été d'un médecin qui s'occupe des gardes de nuit, puisque l'activité est sensiblement augmentée du fait des habitudes, du fait de la présence d'un grand nombre de touristes, puisque ça augmente statistiquement le nombre de maladies, d'une appendicite à une colique néphrétique ou toute autre pathologie aiguë. Et puis à côté de ça, on a quand même des habitudes très festives qui sont source d'accidentologie, que ce soit à vélo, que ce soit dans les soirées de bar, et ça nous sollicite fortement de juillet à août. Toujours à l'Île-Dieu pour un moment émouvant. Cette fois-ci, la dernière journée d'école des futurs lycéens. À la rentrée prochaine, ils poursuivront leurs études sur le continent. Un véritable changement de vie pour ces jeunes élèves de 3e, restés entre eux depuis toujours. Un reportage signé Aurélien Huard. Moment particulier ce mardi pour ces 12 élèves de 3e de l'Île-Dieu. Ils ont vécu leurs dernières heures ensemble au collège Notre-Dame-du-Port. Un pique-nique avec les professeurs et les autres classes était organisé pour l'occasion. On est dans les derniers instants, donc là les élèves ont fini leur cours depuis vendredi et ils sont pratiquement tous là revenus pour les révisions. Ils révisent avec leurs professeurs, ils ont le choix en fait. Et aujourd'hui c'est le dernier jour de cantine aussi pour tous les collégiens. Donc on prévoit toujours de faire un petit pique-nique avec l'ensemble des professeurs. Dernières heures avant l'examen du brevet, les vacances d'été, puis la poursuite de leur scolarité sur le continent. Après 12 ans d'école et de collège sur l'île, ils se préparent à un changement de vie avec émotion et aussi un peu d'appréhension. On s'est suivis depuis notre maternelle, donc c'est assez dur de les quitter, même si on est content d'aller tourner la page sur le continent et de rencontrer de nouvelles personnes.
Mais voilà, je suis quand même assez triste de quitter mes professeurs et mes collègues de classe. Ça fait beaucoup d'émotions parce que ça fait depuis tout petit qu'on se connaît et qu'on a eu un lien, un peu comme une grande famille et tout. Et c'est l'île-dieu quoi. On est un peu triste au fond quand même. Ça va être différent de l'île-dieu car souvent après les cours on pouvait aller regarder le coucher de soleil, se promener. Là on va être obligé de rester au lycée. Puis c'est changé complètement parce qu'à l'île-dieu c'est différent aussi sur le continent. Donc ça va bien se passer mais bon voilà. La plupart découvrira l'internat l'année prochaine. Là aussi, c'est une nouveauté pas si simple à appréhender. L'internat, ça me stresse un peu parce que c'est des gens que je connais pas, et que j'ai toujours été avec les mêmes personnes, mais on va voir comment ça se passe. On m'a toujours dit que l'internat, c'était la meilleure des choses au lycée, en fait, qu'on s'amusait bien et que voilà. Donc j'ai hâte parce que c'est là où on apprend à découvrir d'autres personnes, à se faire des amis. Une nouvelle vie s'annonce donc pour ces élèves, même si pour l'instant, ils se concentrent essentiellement sur les épreuves du brevet qui ont lieu ce jeudi et vendredi. Vous avez peut-être déjà rencontré ce problème, se loger en Vendée est loin d'être une mince affaire. Alors pour faire face au manque de logements sur le territoire, le conseil départemental vient de voter un plan en faveur des actifs, alors que 57% des logements de Vendée Habitat sont déjà destinés aux salariés. Le département souhaite étendre cette offre et ainsi faciliter l'arrivée de nouveaux travailleurs. Aujourd'hui, Vendée Habitat réalise 250 logements par an. À partir de 2022 jusqu'à 2026, la mission est de passer à 400 logements par an, soit près de 2000 logements sur l'ensemble de l'exercice. C'est le premier axe de cette convention. Le deuxième élément de cette convention, c'est aussi travailler sur la réalisation de logements intermédiaires pour permettre justement aux actifs qui seraient légèrement au-dessus des minima sociaux de pouvoir être logés malgré tout dans des logements créés par Vendée Habitat. Également le logement déplaçable et puis un axe important, c'est le doublement du bail réel solidaire des opérations en BRS sur l'ensemble du territoire et notamment sur les territoires extrêmement tendus du littoral de La Roche-sur-Yon et des herbiers. Et cela se traduit concrètement par plus de 35 millions d'euros votés ce jour au profit de l'habitat et du logement des actifs sur l'ensemble de la Vendée. Un point sur le Covid maintenant. La Vendée est placée en zone d'alerte maximale Covid-19 depuis le 14 juin. Et c'est un fait, les indicateurs épidémiologiques sont en constante progression. Plus 48% des cas positifs confirmés par un test pour la semaine dernière, selon l'ARS. On fait le point avec le docteur Teddy Bourdet, président du syndicat des médecins généralistes de Vendée et des Pays de la Loire. On a quand même plus de patients avec des toux fébriles, oppression, des gros maux de tête. En moyenne, ça va faire 3-4 consultations par jour supplémentaires, donc une heure supplémentaire par jour qu'on voit déjà d'ordinaire. Là, ce que j'ai constaté là, sur le dernier variant, enfin, ce que j'ai vu, c'est qu'il est encore plus... C'est un sous-variant d'Omicron, mais qu'il est encore plus contagieux. C'est maintenant tous les jours en consultation, des gens disent j'ai fait le Covid il y a 3 semaines. La plupart n'ont pas consulté en fait, ils ont pratiqué leur autotest, ils ont eu des symptômes, ils ont pratiqué leur autotest, ils se sont isolés et s'ils n'ont pas plus de symptômes, ils prennent du paracétamol en restant chez eux et en évitant surtout les contacts avec les personnes fragiles. Le 7 juillet prochain, la ville de La Roche-sur-Yon accueille les 2e Assises du handicap. Une journée durant laquelle les acteurs du territoire pourront échanger autour de cette thématique. L'objectif, réfléchir ensemble sur les solutions à mettre en place pour changer les regards portés sur le handicap et donc améliorer le quotidien de ces personnes et de leurs aidants. Écoutez. Le matin, il y aura 3 ateliers qui vont se réunir à la mairie sur 3 thématiques, sport, handicap et addiction, handicap et aidants, handicap, emploi, entreprise. Ces 3 ateliers vont essayer de débattre sur les thématiques avec les gens différents, capables autrement, qui sont aussi des personnes qui ont droit à toute une reconnaissance et tout un aménagement de leur vie. Et donc, ils vont réfléchir et ils vont essayer de faire des propositions. Cette année, on a créé avec les secondes assises une commission de suivi où il y aura de représenter la ville, la région, le département, l'État, aussi par l'ARS, qui devra suivre les évolutions des propositions qui seront faites. En sport, le Tour de France est parti vendredi, ça y est, de Copenhague au Danemark. Avant le départ de la course, nous avons rencontré l'équipe vendéenne Total Energy
À l'heure des derniers réglages logistiques et mécaniques, Simon Philippot s'est rendu au siège de l'équipe pour assister à ces derniers préparatifs. Au manoir Saint-Michel, siège de l'équipe Total Énergie, les coureurs et une bonne partie du staff ont déjà pris la direction du Tour de France. Pour ce qui reste, il faut encore régler certaines questions logistiques, car la grande boucle mobilise près de la moitié des salariés de l'équipe. Sur le terrain, ça fait 25 personnes. Après, en amont, avec le staff au bureau et tout, et on est toujours une trentaine de personnes autour de l'équipe de 8 coureurs, puisqu'il y a des nutritionnistes, ostéopathes, entraîneurs. On a plus de directeurs sportifs aujourd'hui que les années passées. On se met au niveau de toutes les équipes. Donc voilà, il y a 2 directeurs sportifs maintenant dans les voitures. Et puis une partie communication qui grossit aussi. Pour les mécaniciens, le travail a commencé il y a déjà plusieurs semaines. Chaque coureur dispose de plusieurs vélos avec des spécificités en fonction du parcours de chaque étape. On a pas mal de travail à cette édition parce qu'à Copenhague, donc, il y a un contre-la-montre, un contre-la-montre et 2 courses en ligne. Et après, au début du Tour de France, donc, il y a une étape de pavé dans le nord de la France. Où là, donc, on va utiliser des vélos spécifiques au pavé, donc les vélos de Paris-Roubaix. On a 3 vélos par coureur, donc il y a un vélo en course. Et après, on a des vélos de rechange donc pour la voiture 1 et un pour la voiture 2. Donc du coup, ils ont 3 vélos chacun. Et après, on a des cadres de rechange, du matériel de rechange de les camions en cas de chute. Et le contre-la-montre, donc du coup, pareil, ils ont 2 vélos chacun pour le contre-la-montre à Copenhague. Et donc pour le contre-la-montre aussi en fin de Tour de France. Depuis le début de la saison, la formation Vendée compte 13 victoires. Une bonne dynamique qui devrait se poursuivre durant le Tour de France qui s'élancera ce vendredi depuis Copenhague. On termine avec un autre événement sportif, mais du côté de Nantes cette fois-ci, où se tient actuellement la Coupe du Monde de football de table, le baby-foot version professionnelle. Jusqu'au 3 juillet, 1000 participants de 45 pays s'affrontent pour le plus gros championnat de la discipline au monde. Et parmi les concurrents cette année, 2 jeunes Vendéens licenciés au club de la Guillonnière. Nous avons suivi l'un d'entre eux dans ce reportage. Nolan Bossard est licencié au club de football de table de la Guillonnière et il fait aujourd'hui partie des 1000 meilleurs joueurs au monde. Ce jeune sportif de 16 ans est l'un des 2 seuls Vendéens qualifiés pour cette compétition. Moi, c'est vraiment une grande fierté parce que ça m'a permis vraiment le baby-foot beaucoup de choses, prendre confiance en moi parce que vraiment quand on gagne un match, on gagne énormément de confiance. Ça m'a permis d'être plus concentré, d'améliorer ma stratégie au quotidien et ça, vraiment beaucoup de qualités me sont parvenues grâce au baby-foot. Mais pour devenir champion du monde des moins de 17 ans, il lui faudra gagner tous ses matchs éliminatoires, affronter des nationalités et techniques de jeu différentes et se montrer meilleur que les Allemands, les favoris de cette compétition dans sa catégorie. Moi, mon objectif, ça serait les quarts de finale. Ça fait que je terminerai 5e, mais si je peux aller chercher un podium, pourquoi pas. On vient, moi c'est ma première participation, donc j'ai des gens qui ont plus d'expérience avec et contre moi, mais c'est très intéressant et j'aimerais bien un podium forcément. Le baby-foot ou le football de table, ici ce n'est pas seulement un jeu, mais un vrai sport avec de vraies performances. Techniquement, c'est un sport extrêmement exigeant parce qu'il faut être ambidextre. On ne peut pas jouer si on est que droitier ou que gaucher. Il faut le devenir en tous les cas très clairement. Ça, c'est important. Physiquement, les barres font 1,5 kg pour certaines, mais jusqu'à 3 kg, 3,5 kg pour d'autres. Il faut les déplacer le plus vite possible. Pour ceux qui ont déjà joué un petit peu, ils ont tous vu des champions exceptionnels qui allaient extrêmement vite. Ça demande quand même du physique pour pouvoir tenir sur 6 jours de compétition. Et psychologiquement, c'est extrêmement difficile parce qu'on est à 70 cm de l'adversaire et nos choix influent sur le jeu de l'adversaire. Donc oui, c'est un sport reconnu au niveau international, reconnu dans de nombreux pays, pas encore reconnu en France. Ça, c'est un souci. La France n'a pas franchi le cap pour des raisons économiques, mais personne ne dit maintenant que ce n'est plus un sport. C'est une évidence pour tout le monde, il suffit de venir voir quelques matchs. Finalement, Nolan termine dans les 15 premiers du classement. Les autres joueurs, eux, poursuivent le championnat jusqu'au 3 juillet avec tous le même espoir, devenir le meilleur joueur de baby-foot de la planète. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est lundi matin pour la matinale de l'été. C'est à partir de 7h30 avec Caroline Tronche. Bon week-end sur TV Vendée.